Merci pour cette belle expérience, cette belle enquête. C'est vraiment intéressant. Deux petites choses. La première, c'est que on est toujours en train de réinventer l'eau chaude dans nos sociétés, surtout aux sociétés occidentales. Parce que l'urbanité, l'urbanisme, c'est quand même un phénomène premier. Et on le sait, dans une ville comme Limoges, qui est quand même la ville la plus solidaire de France, que même s'il y a beaucoup à faire, on peut faire. Et des associations font. Vous parliez d'Habitat Humanisme. Habitat Humanisme Limousin va bientôt avoir 10 ans. Le 17 janvier, il y aura une petite fête à l'Espace Cité, rien que pour ça. Et donc, on pense aujourd'hui à une vie hors sol, avec l'isolement des uns et des autres, une assignation à domicile. La télévision y joue un grand rôle, d'ailleurs, dans la rupture des liens sociaux, parce que ça mange du temps, tout simplement. Et puis, on s'aperçoit, petit à petit, qu'il n'y a plus cette urbanité. Et cette urbanité-là, cette relation, ce respect des autres, qui est fondamental dans toute vie en société, c'est quelque chose qu'il faut cultiver. Les collectivités locales ont une lourde responsabilité aussi, mais pas que, chacun d'entre nous, en tant que citoyen également. Il faut que nous nous prenions en main et que nous construisions notre avenir. Et notre avenir, on en a à 90 ans, on en a à 104 ans, comme disait Oscar Niemeyer, qui vient de lâcher la rampe bizarrement. Mais il y a quand même beaucoup de choses à faire, et donc c'est important de cultiver ça. Il y a des expériences que vous n'avez pas évoquées qui sont passionnantes. C'est celle du Chênelet, par exemple. C'est celle d'Abicop. Ce sont des expériences faites par des gens qui créent des structures, y compris des structures juridiques, et qui règlent des problèmes et qui portent des projets qui ont des plus-values sociales exceptionnelles. Et tout ça, c'est un petit peu oublié aujourd'hui parce qu'on reste dans de l'habitat ségrégatif, on reste dans de l'habitat pour des jeunes, des foyers de jeunes, des foyers de vieux, des EHPAD, comme vous le citiez. C'est innommable. On n'a pas le droit de faire ça. On est au XXIe siècle. Moi, ça fait plus de 30 ans dans mon ancien métier que je me battais contre ça, en tant que maître d'ouvrage dans le logement social. Mais il faut quand même qu'on en prenne conscience. Il faut qu'une ville, un groupe humain, c'est fait de diversité. Et cette diversité, bien sûr, on n'est pas des bisounours. On ne va pas se supporter les uns les autres constamment, non. Mais dans une ville, chacun a son espace pour se retirer, comme vous le disiez, et à partir de là, de se reconstituer. Donc voilà un petit peu cette eau chaude qu'on réinvente, ces relations sociales qui ne nous ont jamais quittées, on a toujours eu, mais qu'il faut entretenir. Et surtout, ça nous permettrait aussi de sortir de rapports de violence entre les uns et les autres qui n'ont pas de sens. Oui, juste ce que vous dites par rapport aux relations qu'on a toujours eues, j'apporterai juste cette nuance que c'est la première fois que il y a 5 générations, notamment dans une famille, qui peuvent cohabiter. C'est la première fois qu'on peut vivre aussi longtemps. C'est la première fois et que les gens âgés puissent vivre si longtemps chez eux aussi. C'est quelque chose qu'on découvre. Donc voilà. Donc du coup, on n'est pas sur de l'acquis là. On est dans des relations qu'on doit un peu inventer. C'est comment être. Donc on réinvente pas l'eau chaude. Moi, je pense qu'on est dans ces relations entre les générations, il y a quelque chose de nouveau. Ne serait-ce que ça. Parce que les gens âgés vivaient pas tout seuls dans leur coin et surtout mouraient avant. Donc voilà, il y a cette particularité d'espérance de vie, grâce à l'espérance de vie. Mais bon, voilà, j'ai pas bien compris, vous le disiez, c'est pas ça le problème. C'est pas tout à fait ça. Effectivement, on a 5 générations, c'est vrai, mais ce qui manque surtout, c'est l'écoute entre les générations, c'est la compréhension entre les générations. Ça se cultive. Ce que vous faites avec des ateliers d'écriture, de théâtre, etc., ça contribue à cette compréhension intergénérationnelle, à cette
vie en commun, tout simplement. Mais cette vie en commun, elle a été oubliée et elle a été sacrifiée sur l'autel de la consommation, tout bêtement. Hein. On n'est pas idéalistes. Nous sommes tous des gens qui ont les pieds bien dans la glaise, surtout ici. Et à partir de là, il n'y a pas vraiment de novation. Mais le respect de l'autre, que j'évoquais tout à l'heure, qui est le principe de base de l'urbanisme, et de l'urbanisme bien compris, ça suppose aussi que chaque citoyen est conscient des gestes qui créent cette urbanité. Et cet environnement qui peut être très dur parfois, dans le zoning en particulier, n'a pas de sens. Il faut cette diversité qu'on évoquait, il faut cette mixité, et il faut cet enrichissement social, sinon c'est pas la peine de vivre en société, c'est pas la peine de vivre en ville. Qu'on soit chacun des anachorètes, et puis on y arrivera. Oui, en ce sens, les initiatives de fête des voisins qui ont fleuri un peu partout sont des initiatives qui participent à recréer justement, en tout cas des rencontres. Enfin, ça me paraît être de bon augure. Oui, je suis responsable d'une association de personnes handicapées avec une déficience intellectuelle légère et je voulais parler d'un exemple qui existe en Belgique où au lieu de mettre les personnes âgées dans des établissements style EHPAD et les personnes handicapées, sachant que ce sont des personnes qui n'ont pas de troubles du comportement ni rien, qui sont simplement un peu borderline, on les a fait partager des habitats style logement foyer et on a créé une complémentarité d'une part en démystifiant le handicap auprès des personnes âgées parce qu'il y avait quand même des a priori et au niveau des personnes handicapées en leur montrant que ce qu'ils ne savent pas lire, les personnes âgées vont le leur lire, et il y a une complémentarité qui s'est créée sur des habitats, chacun a son logement, mais toute une partie de l'établissement et à des unités de vie communes, et que pour rejoindre ce que disait monsieur, c'est le dialogue entre les générations et la démystification de certains tabous qu'on peut avoir qui fait que les gens peuvent être complémentaires. Moi je crois beaucoup de toute façon à la mutualisation et à la complémentarité des gens. Tout le monde peut être complémentaire et si on est complémentaire, les difficultés elles tombent. Oui, tout à fait. Vous faites bien d'évoquer les problèmes psychiatriques, ou des personnes désorientées. C'est vrai que là, j'ai pas abordé cette question parce que c'est vrai quand on dit on peut vivre chez soi jusqu'à tel âge, souvent aujourd'hui l'entrée en maison de retraite, c'est le moment où les gens sont vraiment perdus leur autonomie, mais on peut aller assez loin quand même pour maintenir les gens. Mais c'est surtout l'entrée dans une forme de démence ou qui fait que les gens entrent dans des maisons de retraite. Et c'est vrai que, comme vous le dites, il y a des inventions, en tout cas des structures qui existent et qui envisagent la gérontopsychiatrie d'une autre manière que l'enfermement, même si c'est dans du luxe, mais où effectivement des gens très désorientés peuvent finalement vivre dans d'autres structures que des lieux fermés et clos, quoi. Et qui bénéficient, comme vous le soulignez, de complémentarité avec des gens qui sont plus en forme. Mais je ne parlais pas de... Vous ne parliez pas de gérontopsychiatrie. Quand je parlais de personnes déficientes intellectuelles, je ne parlais pas justement de personnes âgées avec des problèmes psychiatriques ou des problèmes de désorientation, parce que je ne connais pas ce problème-là. Je parlais de personnes jeunes, des personnes qui sont handicapées mentales, qui ne sont même pas des cas psychiatriques, qui ont une déficience légère, qui ne sont pas suffisamment autonomes pour vivre toutes seules, mais qui, avec des gens qui vont leur apporter une complémentarité, vont y arriver. Et eux, ils vont, par exemple, pouvoir aller faire les courses, aider pour des petits travaux ménagers, aider les personnes âgées. C'est un peu ce qui s'est fait en Belgique. Oui, d'accord. C'est des gens qui ont 25, 30 ans, 40 ou 50, toute génération confondue. Donc la ça me faisait penser à un exemple de gérontopsychiatrie où effectivement dans une ville en Allemagne, ils sont allés jusqu'à imaginer des lieux donc ouverts avec des personnes qui sont désorientées. Moi,
moi, c'est pas une question, c'est une remarque que je peux me faire. J'espère que René et tous et vous-même, vous êtes dans le vrai en pensant qu'on va devoir vivre ensemble et améliorer les conditions de la vieillesse par rapport. Mais il y a récemment, sur un magazine qui s'appelle Valeurs mutualistes, excusez-moi, j'ai trouvé un petit encart publicitaire un guide de voyage, de randonnée qui s'appelle Le Petit Futé et qui s'appelle Bien vivre sa fin de vie. Alors je me dis que effectivement là, la vieillesse c'est encore un marché et que peu de choses ont changé. Voilà, en tout cas, si vous voulez bien vivre votre dernier voyage, vous pouvez toujours l'acheter. Je ne sais pas s'il se revend d'occasion, hein, je me suis demandé. Enfin, sur Valeurs 87, ça m'a profondément blessée. Valeurs mutualistes 87. Alors, je n'ai pas de questions non plus. Je voulais simplement témoigner d'une expérience que vous connaissez, qui est Lire et faire lire. Donc, c'est une association nationale qui a une déclinaison locale. Je crois que nous comptons 120 bénévoles sur le département. Et effectivement, je vous rejoins, les personnes qui se sont engagées il y a 12 ans maintenant sur ce dispositif sont enchantées et les enfants qui en ont bénéficié continuent pour certains à entretenir des relations avec les lecteurs qui sont venus leur conter des histoires et partager un moment agréable avec eux, bien qu'ils ne soient plus scolarisés dans les écoles ou les structures dans lesquelles ils intervenaient. Donc effectivement, en semant des petites graines, on peut constater que le lien perdure au-delà de la durée de l'intervention de ces bénévoles. C'est l'association de Alexandre Jardin, oui. Oui, je peux. Moi, je voudrais aborder la question du côté des jeunes. C'est-à-dire, je suis éducatrice auprès de jeunes en voie d'autonomie qui sont en statut de lycéen ou d'apprenti. J'ai été confrontée il y a quelques années, il y a 2-3 ans, à une jeune fille, enfin, dans le cadre de mon boulot, une jeune fille de 21 ans qui était encore lycéenne et qui n'avait plus du tout de solution d'hébergement. Et je sais que donc, dans d'autres villes, vous l'avez évoqué, existent effectivement des associations qui permettent à des jeunes qui sont en situation de difficulté de logement, de pouvoir habiter chez des personnes âgées qui disposent de grandes maisons et qui souffrent de solitude. Et moi, j'aimerais bien voir si on pouvait créer des choses comme ça sur Limoges. Voilà, moi, ça m'intéresserait très concrètement. Alors, soit des lycéens, soit ouvert à des étudiants, mais en tout cas, la dimension économique et la dimension intergénérationnelle du lien m'intéressent. On a travaillé sur cette question en Haute-Vienne. La difficulté, c'est la législation, c'est-à-dire que si ce sont des jeunes mineurs... Non, je parle de majeurs. D'accord. Ben là, effectivement, c'est envisageable. Mais on avait effectivement un problème pour des jeunes en apprentissage qui parfois devaient travailler loin du domicile de leurs parents et qui étaient en difficulté de logement puisque la rémunération étant très faible. Je parle de majeurs travaillant donc dans le social. Il y a des jeunes majeurs qui continuent des études, qui sont totalement isolés, qui n'ont pas de soutien familial. Et on pourrait imaginer que des solutions intergénérationnelles répondent aux besoins des deux générations. Alors, et ça existe. Ça existe dans beaucoup d'endroits. Sur Nantes, il y a un toit pour soi ou quelque chose comme ça. Il y en a à Nancy, enfin, il y en a dans plusieurs villes, mais c'est vrai que j'ai entendu, enfin, il n'y a pas très longtemps, j'avais été dans un de ces appartements justement intergénérationnels à Nancy, et il y avait un jeune justement qui était un peu, qui manquait de cadre, qui était un peu déboussolé. Excusez-moi, je parle de jeunes qui sont devenus autonomes, mais qui sont dans des situations de précarité. De précarité financière, oui, d'accord. Voilà, non, mais ça, de toute façon, c'est très bien. Et en absence de lien, par exemple, je travaille avec des jeunes étrangers, voilà, et je pense que ça peut aussi correspondre à beaucoup d'étudiants. On parle beaucoup de la précarité des étudiants, de plus en plus grande, et des solutions donc, de logement intergénérationnel. Je pense que vraiment, on devrait
développer, et notamment dans notre ville. Ah oui, alors là, vraiment, on existe beaucoup, mais alors, donc ça va jusque au fait que des gens, quand je dis déboussolés, c'est pas des gens qui ont des problèmes psy, mais en l'occurrence, le jeune homme en question, c'est un jeune homme qui avait d'abord vécu dans un foyer. C'est un jeune homme qui venait de la campagne de la Moselle, qui s'est retrouvé donc étudiant à Nancy et qui était déboussolé, là, c'est pour ça que j'utilisais ce mot, effrayé par la ville, sans repère, et puis ça a réveillé, bref, il se sentait pas bien du tout, et dans son foyer, il se sentait isolé, pas du tout dans le coup avec les jeunes qui faisaient la fête, qui faisaient le bazar, comme il disait. Et puis, il se sentait vraiment mal, quoi. Il n'arrivait plus à investir ses études, cette vie d'étudiant. Et il a répondu à une annonce d'un appartement intergénérationnel qui se crée à Nancy à l'initiative d'une association catholique, là, je crois que c'était. Donc, même principe, en fait, il fallait des volontaires, que ce soit des gens âgés et des gens jeunes, et il fallait qu'ils acceptent et qu'ils adhèrent à une charte, une espèce de modus vivendi. Et ce jeune homme témoignait presque, enfin vraiment en disant, enfin ça l'a aidé d'une façon formidable de vivre dans cet endroit. Il y avait d'autres jeunes et d'autres gens âgés, ils sont 5, je crois, à partager cet appartement. Et il racontait combien il avait retrouvé, il s'était reposé, il s'était recadré, il avait trouvé un lien avec une vieille dame qui lui repassait son linge en échange de quoi il faisait je ne sais plus quoi. Mais donc, indépendamment juste de l'aspect pécunier, il y a comme vous dites, ce lien, mais ce lien, il est aussi, c'est de la vieille dame en question, elle lui donnait aussi des cours de grammaire, enfin bon, elle l'aidait à reprendre sa syntaxe française, et donc c'était formidable. Donc c'est pour ça que j'ai ouvert, mais c'est vrai que l'échange est très riche. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer à partir du moment où des êtres humains se retrouvent, comme disait Madame, ensemble on peut tout. Comment en pratique, si par exemple certains de nous avaient envie de monter un projet, comment faudrait-il s'y prendre? Est-ce que vous avez une pratique, quelque chose? Parce que des bonnes âmes que l'on rencontre et qui voudraient bien éventuellement se regrouper pour une vieillesse beaucoup plus ouverte, solidaire, pas coupée du monde, qui ne soit pas dans une EHPAD, comment s'y prendre? Comment s'y prendre? C'est quelque chose, moi, qui me tient à cœur depuis quelques années et qui n'arrive pas à aboutir. Bon, alors je pourrais toujours vous donner des liens parce que dans certains exemples que j'ai cités, des gens qui sont prêts aussi et ça fait partie de leur citoyenneté, justement, en dire, bon, ben, notre expérience, on a envie de la partager, on a envie, etc. Disons que ce qu'on peut dire, c'est que ce qui regroupe, ce qui à l'origine, il y a une volonté commune. Alors souvent, ce sont des femmes, parce que c'est les femmes qui prennent conscience finalement d'une solitude. Enfin, l'espérance de vie des femmes reste supérieure à celle des hommes, et les femmes, donc derrière cette espérance de vie supérieure, il y a aussi un veuvage et donc une certaine solitude. Donc c'est vrai que la question préoccupe souvent plus les femmes. Mais il y a plein d'hommes aussi qui y réfléchissent. Donc en fait, ce sont donc des gens qui partagent une envie commune de se retrouver, mais souvent ce sont des gens qui partagent aussi des valeurs de vie. C'est difficile de venir de milieux socioculturels, je pense, qui seraient très très différents. Parce que derrière l'habitat, il y a... on parle d'espace privé, d'espace individuel, mais aussi d'espace collectif. Donc, quelle nourriture on va faire, comment on va utiliser la cuisine, ou comment on va aménager le jardin, est-ce qu'il y aura du bruit, pas de bruit. C'est pour ça que je pense on limite les problèmes éventuels si déjà les gens ont tendance à se retrouver autour de valeurs communes et de manière d'envisager la vie. Bon, ça c'est des préalables. Alors ensuite, comment ils font concrètement? Moi, je crois que après ça dépend des niveaux de vie. Alors qu'est-ce qu'on a à mettre dans une corbeille commune éventuellement, ou qu'est-ce qu'on envisage? Alors est-ce qu'on envisage d'acheter? Il y a des gens qui achètent en commun. Il y a des gens qui achètent rien et qui retapent ensemble parce qu'ils sont bricoleurs.
Il y a des gens qui achètent, ils n'ont pas beaucoup de moyens, mais ils créent donc ce système de coopérative et ils arrivent ensemble avec un projet et à se faire, à trouver des partenaires. Ça peut être des partenaires de banque, ça peut être et plusieurs partenaires. Donc évidemment il y a la banque, mais il peut y avoir une municipalité, il peut y avoir quelqu'un d'autre encore, un partenaire à trouver. Si en échange, si cette petite communauté envisage un espèce de troc. Enfin, ça, il y a des choses qu'on peut imaginer. Après, il y a des habitats qui sont beaucoup moins chers. Enfin, là, je sors d'un... Enfin, il y a des gens qui envisagent aussi des mobil-homes. Il y a des endroits... Alors, on n'a pas forcément envie d'aller embêter dans un mobil-home, mais il y a des mobil-homes magnifiques dans des endroits où il fait plus chaud que sous nos latitudes. Et donc des regroupements de béguinage, en fait. Et là, non plus, on n'a rien inventé d'une certaine manière, comme disait monsieur, mais au Moyen-Âge, il y avait déjà cette forme de béguinage. Bon, après, donc, pour répondre à votre question, on a quoi comme... Ses moyens, quels sont ses moyens financiers, en fait. Et il y a beaucoup de disparités entre un groupe de personnes qui seraient prêtes à inventer ou à partager une existence. Comment on fait? Alors après, on peut y aller au prorata, donc ça et en fonction, donc il y a une espèce de tronc commun. Je pense notamment à cette maison à Berne. Là. Les gens, ils ont investi pour eux et en même temps, ils ont investi dans un tronc commun. Et bon, je vous donnerai le lien si ça vous intéresse. Donc il y a plein de choses à imaginer. Après, on peut aussi, si on souhaite partager, alors est-ce qu'on souhaite partager avec d'autres personnes de son âge ou est-ce qu'on souhaite partager avec d'autres gens, quels qu'ils soient? Donc après, il y a les colocations, c'est ouvrir effectivement, mettre en location un peu d'espace chez soi, ou c'est se rapprocher d'établissements par exemple, Habitat et Humanisme, eux, ils sont prêts à toutes sortes d'images. Ils sont prêts à toutes sortes de créations. J'ai interviewé l'autre jour une femme qui, en région parisienne, donc, s'est approchée d'Habitat et Humanisme, et elle a de l'argent. C'est une femme qui a de l'argent, et elle a donc acheté des grands appartements dans Paris qu'elle met dans le circuit du locatif donc privé, mais à tarif réduit. Elle ne suit pas les prix du marché. Et sa volonté, c'est que dans ces appartements, il n'y ait que des gens qui acceptent en principe donc, de solidarité intergénérationnelle. Et donc c'est elle la bailleuse, et donc elle se donne le droit de choisir les gens et de dire que ces gens-là adhèrent à une charte. Donc si vous avez du bien, vous pouvez avoir ce type de démarche aussi. En fait, vous pouvez aussi... Et ensuite, c'est Habitat et Humanisme qui, dans ce cas-là, parce qu'il y a plein d'histoires, enfin, il y a plein de formules, c'est Habitat et Humanisme qui se charge de l'administration de la gestion. On a d'autres exemples aussi, comme ça, d'humanisme bien compris de la part de particuliers. C'est le cas de couples qui ont des enfants handicapés et qui veulent que ces enfants, quand ils seront morts, eux, puissent avoir quand même un logement durable. Et donc, par Habitat Humanisme, on a créé aussi des structures qui permettent à ces parents qui veulent assurer cet avenir de le faire dans des lieux où il y a une certaine mixité. Et c'est donc une expérience qui se déroule en ce moment dans la banlieue du Puy et en plein centre d'une petite ville de banlieue, parce qu'il faut toujours que ce soit très bien situé. Vous parliez des problèmes d'isolement, mais si on n'est pas dans un tissu urbain, on sera forcément à l'écart un jour ou l'autre. Il y a une vérité géographique qu'il ne faut jamais négliger. Et donc, c'est aussi avec d'autres personnes, des personnes âgées, des gens comme tout le monde, parce qu'il ne faut pas croire que l'urbanisme, c'est une science figée. Au contraire, c'est quelque chose dont on a hérité. Ces villes n'ont pas été construites en un jour. Les villes nouvelles dont vous parliez sont quand même des exemples de mauvais urbanisme. La plupart sont sur des plateaux battus par les vents, déjà en région parisienne. Donc, c'est pas vraiment hospitalier. Si on veut vraiment faire de l'intégration et être réaliste en la matière, il faut faire très attention à la localisation.
ça que ces localisations que l'on veut faire avec l'Aménis et d'autres structures sont toujours très très bien situées dans des cœurs de villes où il y a toujours des dessertes. C'est pas des bouts du monde, quoi. Oh, c'est sûr. Je voulais faire part de mon expérience personnelle dans la création d'une petite structure pour personnes âgées dépendantes sur Limoges. Ça va un petit peu peut-être éclairer la dame sur comment mener un projet et arriver jusqu'au bout, parce que ça a été quand même galère. Faut dire que professionnellement, je suis infirmière libérale, donc j'ai travaillé pendant des années sur un quartier très âgé de la ville de Limoges, et j'ai été très vite confrontée à l'isolement des personnes âgées. Et je me suis dit, il doit y avoir des solutions autres que les ghettos, les EHPAD, etc., pour que les gens puissent rester sur leur quartier. Et j'ai profité de la réhabilitation d'une cité office HLM. Quand j'ai su que cette cité allait être réhabilitée, j'ai donc bâti un projet dans le cadre, dans la cité, pour intégrer dans la cité des appartements collectifs avec un lieu de vie commun, dans un quartier, le quartier Carnot, pour ceux qui connaissent, donc un quartier très vivant. Et donc j'ai bâti le voilà, c'est ça. Donc j'ai bâti le projet par écrit, avec le plan architectural, exact, tout. Et je me suis présentée au Conseil général avec mon dossier sous le bras, en individu, professionnel de santé et usager, parce que je pensais aussi à mon propre vieillissement. Et là, surprise, on m'a dit, madame, cette idée est intéressante, trouvez le lieu et le gestionnaire. Donc j'avais le lieu, je me suis rendue moi-même à l'office des HLM présenter le projet, et là je peux vous dire qu'on m'a reçu, mais qu'est-ce que vous venez faire? Ça ne vous regarde pas? Qu'est-ce que vous voulez faire? Enfin, vraiment, hein. Et ensuite il a fallu trouver le gestionnaire. Enfin, bon, donc j'ai réussi à trouver tout ce beau monde, mais je me suis dit, en tant qu'individu, c'était très difficile à porter. Donc j'ai créé une association sur le quartier. Non pas une association de professionnels de santé, parce que eux, ils m'ont dit, mais attends, où tu vas? Qu'est-ce que ça va te rapporter? C'est énorme, on n'a pas ta passion. Bon. Donc j'ai créé une association d'usagers qui s'appelle l'Association de Limoges pour l'accompagnement du grand âge à domicile. Et avec cette association, on a bagarré, mais vraiment bagarré pendant plus de 10 ans pour que cette petite unité de vie, dans le cadre de la cité Victor Thuillat, soit réalisée avec des appartements qui sont adaptés au vieillissement. À la petite unité de vie de Thuillat, ils sont 17. Il y a 17 appartements intégrés dans la cité Victor Thuillat, dans un quartier très vivant, avec un très beau parc à côté, des lignes de trolley, etc. Et le gestionnaire, dans un deuxième temps, a fait le même projet dans la réhabilitation de la cité Office HLM des Coutures. Mais donc l'imagination, on l'a. Le problème, c'est de trouver des partenaires qui vous acceptent comme partenaire en tant qu'usager. Et ça, sur Limoges, j'ai des personnes autour de moi qui font. Ça a été très difficile. Et l'imagination ne suffit pas, les murs ne suffisent pas, parce qu'actuellement, cette petite unité de vie, moi je trouve que les gens ont leur appartement indépendant. Ils gardent leur infirmière, leur médecin, leur aide ménagère. Sur place, ils peuvent prendre les repas. Il y a une surveillance nuit et jour. Donc ils vivent chez eux tout en étant dans la cité. Mais où je suis très déçue, c'est qu'il faut quand même des moyens, parce que ces personnes âgées qui vivent là, certaines ne se rendent jamais au parc Thuillat qui est tout près, parce que le personnel étant vraiment minimum, et nous, notre association continue sur le quartier à essayer de réaliser des relations intergénérationnelles, des animations sur le quartier pour tous les retraités du quartier auxquels on joint ces personnes âgées dont on finance le transport, on les encadre, ils sortent, ils viennent dans le parc Thuillat qui est juste à côté, mais nous sommes des bénévoles et il y aurait des tas de choses à faire et malheureusement je trouve qu'ils sont quand même encore trop isolés au sein de cette cité. Et où nous sommes aussi très déçus, c'est qu'il y a des tas de possibilités sur Limoges, notamment il y a cette fameuse caserne Marceau. Et je me dis, mais là, qui va donner l'idée à la municipalité d'intégrer dans cette caserne qui est là aussi, ce serait un lieu idéal. Moi, j'avoue que là, je renonce, parce que déjà, ça suffit avec ce qu'on est en train de poursuivre en tant que bénévole, mais il y a quand même une grosse déception derrière. Donc l'imagination ne suffit pas. Non, mais vous avez raison, mais non, ça suffit pas, ça c'est évident, mais parce que vous bousculez des pratiques, parce que
parce que vous remettez en question aussi des lobbies, des pouvoirs, donc ça c'est sûr. Non mais mais je veux dire, c'est magnifique, vous y êtes arrivé, alors oui, vous êtes épuisé, mais... Justement parce que le Conseil général, il n'y a pas très longtemps, nous a dit qu'il n'y aurait plus d'autres petites unités de vie, parce que ça leur a posé tellement de problèmes. Alors, est-ce que vous avez pu médiatiser votre histoire? Vous avez... Oui, nous avons eu des prix nationaux. Ah oui, oui, oui. C'est connu, moi je peux confirmer que c'est magnifique parce qu'il se trouve que la cité Victor Thuya, une cité des années d'après-guerre, juste, qui était vieillissante et un peu démodée, si l'on peut dire, a été construite en fer à cheval, même carrément refermée, avec un porche. Et là, à l'intérieur, tous les gens passent par cet intérieur pour aller à leur appartement. C'est donc Puis Carnot, c'est un centre-ville. Voilà. C'est vraiment. Et automatiquement, vous voyez, vous rentrez dans le porche et automatiquement, et ma belle-mère y est décédée, donc je connais un petit peu, mais sur le même étage, il y avait un jeune couple et des enfants. Vraiment, c'est beau. Et moi, je suis à la recherche et dans ma tête, quand je me promène à Limoges, des friches industrielles. J'en connais plusieurs, des vieilles casernes, des endroits abandonnés, plutôt que d'aller rechercher encore un modèle dans une banque, un modèle financier avec des crédits et autres. Ce n'est pas faire la rupture avec la société qui nous dirige actuellement de procéder comme ça. Non, non, vous avez raison, non, je n'osais pas aller si loin. Parce que là, c'est... non, mais bien sûr, non, mais mais alors là, oui, là, c'est de la réquisition d'espaces vacants et alors, non, mais Ils vont souvent les écrouler. oui, non, mais c'est... Alors que nous, on demanderait juste qu'ils soient comme ça réhabilités. Et la caserne Marceau se prêterait très bien à intégrer une halte garderie ou une crèche. Il y a une école primaire juste à côté. Enfin bon, Elles servent déjà de cantine. Non, pas celle-ci, c'est celle tout en haut de la rue Émile Labussière. Je trouve que là, ce serait idéal. Mais Limoges était une ville où il y avait beaucoup de militaires. Ils sont partis. Ils nous laissent des casernes. Alors moi, si je pouvais juste relayer en fait une démarche qu'on est en train de mettre en place. Je travaille pour l'association Autonome Lab, qui est un centre d'innovation par les usages en santé autonomie. Notre objectif, c'est de faire travailler, si possible, l'ensemble des acteurs qui sont concernés par un sujet. Et là, en l'occurrence, on est en train de faire toute une étude sur l'habitat regroupé adapté. C'est pour ça que je suis ravie d'être présente et d'avoir entendu vos témoignages aussi. Notre objectif, ça va être de regarder ce qui se fait au niveau national. Donc forcément, tout ce que vous avez cité, ça me parle aussi. Ce qui se fait aussi au niveau régional, on va essayer d'aller rencontrer et qualifier ce qui se fait au niveau régional. Ce que vous disiez, monsieur, par rapport à Habitat et Humanisme, on va forcément aller les rencontrer, voir ce qui se fait et qualifier tout ce que vous avez dit, le fait que ce soit en centre-bourg, le fait qu'on travaille sur l'isolement, Moi, j'ai pensé aussi à tout ce qui est la dimension adaptée. Effectivement, il y a toutes ces nouvelles technologies qui permettent de faciliter aussi le fait de sortir de chez soi, le fait de gagner aussi toutes ces aides à domicile qui viennent si peu gagner en autonomie parce que les volets sont roulants et donc ça évite que l'aide à domicile elle vienne juste à 8 heures pour nous fermer les volets. Et donc on va essayer de qualifier tout ce qui se fait en région Limousin. On travaille avec déjà pas mal d'acteurs, les bailleurs sociaux, les collectivités territoriales, avec les usagers. Alors on travaille via le CIS, collectif interassociatif sur la santé, mais je crois que votre association, j'ai noté, et je vous contacterai pour qu'on puisse en discuter. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte que tous les acteurs puissent échanger sur ce qui se fait, sur les problématiques, et qu'on imagine ensemble des projets collaboratifs. C'est ça le cœur d'Autonome Lab, c'est de trouver des projets collaboratifs en santé et autonomie, et sur des structures à destination de personnes âgées, en situation de handicap et malades. Alors la dame qui parlait aussi de cette mixité entre personnes âgées en situation de handicap, il y a de plus en plus de projets qui se font. Alors je ne suis pas que sur le lien intergénérationnel, pas que sur la dimension de lutte contre l'isolement, mais je suis d'une certaine manière sur le bien vieillir aussi ensemble, puisque l'objectif c'est de l'intégrer dans des programmes plus mixtes, enfin plus larges, et de le développer en région Limousin. Alors vraiment avec plaisir, j'ai noté quelques noms, mais s'il y en a d'autres qui ont des projets intéressants, je prends avec grand plaisir. Non, mais vous avez utilisé un mot pour répondre à madame là, qui s'est épuisée avec son projet, superbe projet. Oui, c'est de constituer des groupes, des contre-groupes de pression. Donc, je veux dire, c'est effectivement des modèles qui se heurtent tellement à ce qu'il fait et qui échappent aussi à des trusts
immobilier, financier, etc., que forcément que ça génère des résistances, quoi. C'est pas facile. Mais je pense que c'est effectivement l'union et la fédération de projets et en créant un mouvement qu'on peut y arriver. En tout cas, c'est une des solutions. C'est effectivement de ne pas s'isoler avec son projet, quoi. C'est de le faire savoir. Et puis de retrouver d'autres associations. Et moi, je pense que, encore une fois, les municipalités vont être obligées de regarder ces initiatives d'un œil plus... Enfin, je dis les municipalités, les conseils régionaux, enfin, d'un œil, les conseils généraux, d'un œil plus enthousiaste, parce que c'est des solutions qui vont générer tellement d'économies à long terme que c'est évident que ça va leur parler à un moment donné. Et je pense à toutes ces villes aussi qui se situent sur les littoraux et qui ont accueilli énormément de gens âgés, qui vont se retrouver bientôt dans des difficultés de gestion parce que ces gens vont vieillir, qu'il n'y a pas assez de structures, que ça va leur coûter de plus en plus cher. Enfin bref. Donc je pense que les groupes constitués et coopératifs d'initiatives privées peuvent vraiment bouger les choses, mais quand on invente, quand on propose des modèles de société, parce que derrière l'habitat c'est vraiment un mode de société, forcément que ça se fait pas tout seul, qu'il faut s'organiser. Je veux dire, c'est de la lutte, c'est de la lutte politique, quoi. Enfin, je veux dire, c'est de la lutte idéologique d'une certaine manière. C'est difficile, et tous ceux qui ont porté un projet de vie savent bien que ça se gagne à la force du poignet. Non, mais il faut s'organiser, quoi. Donc voilà, donc vous êtes épuisé, mais vous y êtes arrivé, et puis parce que c'est pas ce qu'on voulait à l'origine. On n'a pas réussi vraiment à faire en sorte que ça fonctionne comme on voudrait que ça fonctionne, parce qu'il n'y a pas les moyens pour le faire. Et ça reste quand même quelque chose d'assez cher pour les personnes qui sont là. Mais c'est vrai qu'il a fallu la ténacité d'une Danielle pour y arriver, parce qu'il y en a beaucoup qui auraient baissé les bras, parce que c'est invraisemblable quand on a un projet pareil, qu'on apporte tout sur un plateau et qu'on y va en tant que bénévole. On ne recherchait rien dans cette affaire. On n'en a rien à faire de la gloire, mais rien du tout. Nous, ce qu'on voulait, c'était que ce projet, il prenne vie, parce qu'on pensait que c'était quelque chose de bien. Et pendant 10 ans, ça a été la galère. On a eu des bâtons dans les roues comme c'est pas possible. Et même encore. De quel ordre? Des bâtons de quel ordre? Par exemple, le projet a été présenté, tout le monde nous a dit oh, c'est très bien, on va le faire. Et d'emblée, je leur ai dit écoutez, moi ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un comité de pilotage pour suivre toutes les étapes du projet, pour que des usagers ou des professionnels de santé soient présents à toutes les étapes. Alors là, ça a déjà été très difficile à réaliser. Et puis petit à petit, les premières réunions ont eu lieu, puis après, on ne nous a plus du tout convoqués. Et puis un beau jour, on nous a dit le projet ne se fera pas, il n'y a pas l'argent, etc. Et là, le réflexe que nous avons eu, c'est qu'on a fait remonter le dossier initial dans tous les ministères qui pouvaient être intéressés, la santé, le logement, etc. Et à l'époque, c'était M. Périssol, le ministre du Logement, qui m'a répondu personnellement par le biais de la préfecture pour dire mais attendez, ce projet, mais si, il y a l'argent. Donc vous voyez bien, par derrière, il y avait quand même eu une volonté de ne pas faire ce projet parce qu'à la base, il y avait des usagers qui voulaient être présents à toutes les étapes. Donc là, je vous raconterai ça a été... Oui, parce que nous étions des usagers qui voulions porter le projet. Ça ne suffisait pas. Moi, je ne voulais pas leur donner le projet. Ils avaient dit on va le faire, mais sans être plus présente jamais à aucune étape. Or, par exemple, sur le plan architectural notamment, j'avais noté toutes les anomalies que j'avais relevées aussi dans certaines maisons de retraite, parce qu'il y a aussi des anomalies architecturales, et je voulais qu'ils évitent dans ces appartements. Voilà, donc il y avait tout ce travail-là. Non,
ils auraient bien voulu le faire, mais certainement pas à Thuya, parce que justement derrière, il y avait une association d'usagers, le faire ailleurs, etc. Et après, ça a été... Alors, le problème aussi, le problème que nous avons eu, c'est que ça faisait intervenir le conseil général, le décideur, le gestionnaire, qui est la mutualité de la Haute-Vienne, l'office public HLM et notre association. Et nous n'avons jamais pu obtenir quelqu'un qui coordonne tout ce monde. Et c'est nous qui avons fait la coordination. Je me suis vue personnellement appeler l'architecte à l'époque pour, par exemple, il y a pour les appartements, et puis il y a un espace qu'on pourrait appeler un jardin privatif dans cette cité. Et entre parenthèses, c'est très dommage qu'on ne puisse pas exploiter ce jardin avec les résidents, parce que par manque de personnel, et puis moi je ne peux pas non plus y être 24 heures sur 24 pour exploiter ce jardin. Bon bref, donc ce jardin privatif, on s'était dit il faudrait qu'ils mettent peut-être des bancs adaptés pour que les gens puissent s'asseoir, etc. Donc c'est l'association qui a contacté l'architecte pour parler de ce projet. Et le rez-de-chaussée de la cité, où il y a le lieu de vie commun, salle à manger, etc., est surélevé par rapport à ce jardin. Et je m'étais dit, c'est dommage, ils vont être là, tout près, ils vont voir le jardin d'un peu haut, et pour y aller, il faut faire tout le tour par l'extérieur, presque, des bâtiments. Donc, j'avais demandé au gestionnaire, si ce n'était pas possible à l'office HLM, de faire une terrasse avec un escalier. On nous a dit non. On nous a dit non, carrément. Eh bien, je peux vous dire, mais quand j'y pense, je connaissais une architecte personnellement, qui est venue un dimanche avec moi à la cité, et elle m'a fait un projet recevable, parce qu'on m'a dit que c'était pas recevable, qu'il n'y avait pas assez de place. Elle m'a fait un projet financier, de surface et tout. Et ça, il a fallu le faire remonter au ministère du Logement, qui a dit que les subventions qui étaient données pour ce type de projet pouvaient aussi comporter les aménagements extérieurs. C'est pour vous dire, non mais c'est dément, si je vous racontais, j'ai gardé tous les courriers, quand on demandait quelque chose, il fallait faire un courrier systématiquement à tout le monde. Photocopie, HLM, Conseil général, mutualité et mairie. Pour être sûr que tout le monde entende la même chose. Et voilà, mais moi je me suis vue appeler l'architecte, appeler l'office des HLM, appeler le Conseil général. Mais alors bon, c'est du délire, quoi. Ce sera refait. Je suis partie très naïve. Hein. Je me vois ressortir du Conseil général avec le dossier sous le bras. Quand on vous dit trouvez le gestionnaire et trouvez le lieu, déjà j'aurais dû me dire non, là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'était pas normal. C'est pas normal que je sois allée demander un rendez-vous à l'office des HLM pour leur présenter le projet. Avec du recul. Mais on a fait toutes ces étapes en pensant que c'était comme ça que ça devait se faire. Mais bon, encore une fois... Ce sera à refaire, je ne sais pas si je me relancerai dans un... Non, bon, sincèrement. Ce qu'il faut que votre... Moi, ce que je vous dirais, c'est faites un dossier, je vous en avais un, mais essayez que votre histoire, c'est un cas d'école, faites-la connaître, renvoyez votre histoire au nouveau ministre du Logement, essayez de... Non, mais ça vaudrait la peine de montrer, en fait, toutes les embûches que vous avez rencontrées, parce que c'est un cas d'école en même temps. Et bon, que vous ayez rencontré des obstacles, encore une fois, je veux dire, quand on invente un modèle, enfin, ceux qui ont imaginé les droits, la déclaration des droits de l'homme, ils ont rencontré beaucoup d'obstacles, on n'était pas très d'accord avec eux. Mais enfin, je veux dire, chaque avancée, enfin, chaque projet qui contrevient à une représentation de l'existence est compliqué. Donc, bon, voilà, penser que ce soit facile, je pense que c'est une erreur. C'est forcément difficile. Voilà, donc là, vous avez vaincu quand même ces obstacles. Donc, c'est pour ça que moi, j'aurais envie de vous dire, essayez de constituer votre histoire, elle est riche. Vous me dites que vous avez gardé toutes ces photocopies. Ça peut être, encore une fois, un cas d'école. Et communiquer là-dessus, et renvoyer ça au ministère. Et puis vous me donnerez votre adresse aussi. C'est un peu particulier, Limoges, quand même. Il faut savoir que c'est quand même, je ne sais pas si c'est la seule, ou en tout cas l'une des rares villes de France, où on a eu 3 maires en 100 ans. Oui, ben c'est ce qu'on m'a expliqué. Donc 3 maires en 100 ans, ça veut dire qu'il y a quand même des bonnes habitudes. Des lourdeurs, oui. Oui, des réseaux qui s'installent et qui sont très difficiles à bousculer. Oui. Bon, vous avez dit... Ouais. Non, c'est pas une règle générale. À Montreuil, les Baba Yaga, ils sont arrivés, elles ont mis du temps. Elles ont eu du mal. Oui, mais les Baba Yaga, elles payent
€ par mois de location, elles n'ont pas versé un centime de plus. Bien sûr, il y avait Thérèse Claire à la tête. Mais enfin, il faut savoir qu'à Limoges, c'est chose impossible. Moi, je crois qu'à l'heure actuelle, c'est chose impossible. Alors, vous avez dit une chose dans votre projet, parce que je parlais tout à l'heure de qu'est-ce qu'il y a de commun dans ces projets, dans ces initiatives privées. Je parlais de la citoyenneté, la solidarité. Il y a un autre élément qui est commun, c'est l'écologie. Et effectivement, rentrer et montrer, disons, les dysfonctionnements les dysfonctionnements qui contreviennent à l'environnement, c'est une manière de se faufiler dans ces lignes si bien défendues de ces corporations, voilà. Et c'est en s'appuyant justement sur des principes écologistes, mais c'est aussi ce qu'ont fait les Baba Yagas d'ailleurs, parce que leur maison, enfin leur système, il sera complètement avec des sanitaires secs, du renouvellement, bref, plein de choses comme ça. Et c'est vrai que la plupart des projets qui se montent intègrent cette dimension écologique. Et je pense que par rapport à des pouvoirs publics, on peut les attaquer, on peut mettre le doigt sur, encore une fois, les défaillances qui existent actuellement. Votre histoire, encore une fois, est un cas d'école, je trouve, qui mérite vraiment d'être... Je ne veux pas monopoliser la parole, mais malheureusement, j'accompagne ma maman à l'EHPAD du Roussillon, une des plus chics de Limoges, et je peux vous dire que ce pavillon, il est loin d'être écologique, et que je ne sais pas comment on peut faire des choses comme ça à l'heure actuelle. Alors je ne sais pas, ça dépend de la municipalité de Limoges. Alors je crains que même cette voie ne les satisfasse pas du tout. Elle ne les a pas encore. Nous sommes en Limousin, tout est écolo en Limousin. On a le bon air, on n'a pas les industries, on a un peu d'uranium et de nucléaire, mais ça, en Limousin, l'écologie, c'est pas encore porteur. Voilà. Et je pense pas que ça puisse malheureusement marcher. Non, mais en allant plus haut, quoi. C'est pas en restant, alors, voilà. Peut-être, oui. Non, mais à part ça, je pense pas que ce soit simple, mais c'est simplement pour démonter, dire ce n'est pas possible. Quand on vous dit ça n'est pas possible, ça ne sera pas réalisable. Et si on avance avec des arguments qui montrent le respect de l'environnement, actuellement, ou qui montrent que c'est un projet qui sera moins croqueur d'énergie et donc moins consommateur d'énergie, peut-être qu'on arrivera davantage à se faire entendre, quoi, voilà. Au niveau Limousin, effectivement, il faudra aller ailleurs. Oui, mais où? Voilà. Je ne sais pas, Madame Berger, elle a l'air d'avoir quand même tapé plus haut, peut-être il faut. Mais moi, je ne me sens pas son courage, je le dis tout de suite. Je ne me sens pas son courage, non. Non, tous les jours. Parce que je l'ai vu monter cette petite unité de vie, j'avais 10-15 ans de moins, non? Non, mais il faut dire que quand même, Et maintenant, avec l'association d'usagers, c'est très important. Oui. C'est ce qui a été fédérateur. Parce que sur le quartier, les gens nous disaient, mais nous, on y croit à votre projet. Nous, les personnes chez qui j'allais, qu'on rencontrait, parce qu'on avait déjà commencé, nous, les animations sur le quartier pour les retraités, et les gens y croyaient. Donc on se disait, mais attends, puis ça paraissait, c'était vraiment 1 + 1 = 2. En plus, on ne voyait pas pourquoi il y avait autant de difficultés d'être simplement reconnu comme partenaire de travail. Voilà. Moi, je demandais que ça, travailler et être à chaque étape. Et ça... Parce qu'il y a les professionnels et puis après, il y a les autres. Et vous ne faites pas partie des professionnels. Pourtant, dans ce domaine-là, il a fallu... Je leur ai même sorti le décret de compétence des infirmières, parce qu'on me disait, mais qu'est-ce que vous venez faire là? Vous nous cassez les pieds avec vos histoires et tout. J'ai sorti le décret de compétence pour montrer que j'étais pas qu'un gant de toilette, ni qu'une seringue, et que dans le décret de compétence, il y avait tout ce qui était animation, bien-être de la personne, physique, morale, habitat, etc., environnement. Non, mais bon, l'association... C'est fou, ça, quand même. L'association, comme vous dites... D'être accusé à chaque fois et d'être devant un tribunal à me défendre à chaque fois, voilà. Mais en fait, cette histoire-là, ça me fait aussi penser à l'ascension du droit des usagers de la santé. C'était la même chose. Enfin, je veux dire, au début, les médecins ne voulaient pas admettre que les usagers puissent être des partenaires de santé. Et puis voilà, puis on a quand même gagné beaucoup de choses. Nous
n'avons jamais été reçus par la municipalité. Je n'ai jamais pu avoir un rendez-vous avec dans tout ça. Non, mais je pense que si on s'organise en association, en coopération, enfin en fédération, prendre un rendez-vous et vous êtes vous alertez un journaliste ou je sais pas, enfin, je pense que c'est comme ça que ça peut marcher. À l'époque, j'étais au comité, un comité de travail de l'Institut gérontologique du Limousin, qui m'ont encouragé de loin. Pareil, là aussi, avec du recul, je me suis dit, attends, c'est quand même fou. Alors, où est-ce que vous en êtes, etc. Mais c'était quand même des gériatres sur Limoges. C'est vrai, quelque part, avec du recul, je me dis, mais c'est fou. Il y a plein de gens qui auraient dû s'engouffrer dans ce projet. Alors, bien sûr, on est content parce que quelque part, moi je suis sur le quartier et je me dis, je pense que c'est là où j'aimerais vieillir. Mais d'un autre côté, toc, il n'y en a que deux, quoi. Alors que les besoins sont énormes. On nous a bien laissé entendre qu'apparemment, ils n'ont plus envie du tout. Ah oui, non, mais là, les dernières de mon conseil général, moi, j'en suis ressortie quand même presque. Je me sens presque un peu en faute, quoi. J'ai mis un truc, mais finalement, j'ai tellement pinaillé pour que ça soit bien que finalement, ça les emmerde. Merci beaucoup pour vos témoignages. Je crois que nous allons clore cette soirée. Donc, je vous remercie à tous d'être venus et puis merci à Véronique Châtel pour son intervention ce soir. Et merci à la régie.